Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de performance et d'optimisation logicielle. D'abord, je me présente. Je m'appelle Clément Grégoire. Ça fait maintenant bien 10 ans que je programme en C++ et 4 bonnes années que je fais du développement professionnel de moteurs de jeux vidéo, notamment celui qui a permis de faire le dernier Microsoft Flight Simulator. J'ai également participé à divers portages sur à peu près toutes les consoles next-gen et l'optimisation logicielle est un peu devenue mon cœur de métier. Je suis aujourd'hui cofondateur et CTO de l'entreprise CISM. Alors, ce talk n'est pas une tentative de vous convaincre que la performance c'est important. Je pense que si faites partie du user group C++, c'est que vous aimez un minimum la perf. Donc, je ne vais pas vous tenter de vous convaincre. Par contre, c'est pas non plus un deep dive. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une overview, c'est accessible donc aux débutants. Ce n'est pas non plus votre talk habituel que vous voyez dans toutes les conférences sur le micro-benchmarking. On va en parler un petit peu, mais ce n'est pas le focus de cette présentation. Et ce n'est pas non plus spécifique au C++, c'est-à-dire que on va parler un peu de C++, mais c'est plus une vision globale de la performance et de l'optimisation. Tout d'abord, la performance logicielle, c'est quoi? On peut parler déjà de vitesse, du temps d'exécution ou même la latence. Combien de temps est-ce qu'une tâche met pour s'exécuter sur un CPU, sur une carte graphique? Combien de temps est-ce qu'on met à transférer des données sur un réseau? Ou même tout simplement le temps de démarrage ou de chargement de votre application. Vous pensez notamment à GTA V qui a fait parler un peu de lui récemment parce que 70% du temps de chargement de certaines missions étaient dues simplement à une erreur de programmation dans leur parseur JSON. On peut également parler de mémoire, c'est-à-dire quel est le montant de mémoire vive que va utiliser votre application. C'est assez important parce que par exemple dans le barquet, on n'en a pas beaucoup, tout simplement, et que quand on est limité comme ça, si on dépasse, eh ben, l'application crache ou alors arrête de fonctionner et ça peut être très dangereux, surtout si c'est dans un équipement, par exemple dans un avion. Sur le cloud, c'est important pour la simple et bonne raison que vous payez vos instances en fonction de la mémoire et du nombre de cœurs que vous leur attribuez. Pour les jeux vidéo, bah, je ne vais pas vous faire un dessin. Tous les PC des utilisateurs n'ont pas le même montant de RAM dessus. Et sur console, on était jusqu'à maintenant, et on l'est toujours un peu, assez limité. C'est-à-dire que par exemple, sur Xbox One et PS4, vous aviez à peine 5 Go de RAM. Et enfin, la mémoire, c'est aussi important pour être sympa quand l'utilisateur veut faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, aujourd'hui, faire du Photoshop et regarder une vidéo YouTube en même temps, c'est compliqué. On peut également parler de stockage, quelle est la taille en fait utilisée sur le disque pour stocker votre application tout simplement. Donc c'est important dans l'embarquer parce qu'on n'a pas beaucoup, toujours pas beaucoup de place, bien évidemment. On en entend aussi beaucoup parler maintenant pour tout ce qui est images Docker ou les images de machines virtuelles. Parce que bah, quand on déploie, il faut que ça aille vite. Et plus l'image est petite, plus ça déploie rapidement. Dans les jeux, bien sûr, parce que bah, le téléchargement initial ou même des mises à jour, hein, on pensera à Fallout qui avait un patch plus gros que le jeu d'origine. Euh, En fait, c'est important parce que c'est ce que va voir l'utilisateur avant même d'avoir joué. Donc si on met trop longtemps, bah, tout le monde n'a pas la fibre. Et pareil, dans le domaine du web, c'est encore plus important parce que bah, plus l'utilisateur va mettre longtemps à accéder à votre site web, bah, plus il risque d'aller voir la concurrence. On parle aussi de performance pour la résilience en fait et la sécurité. C'est-à-dire que si votre programme n'est pas assez performant, il est très facile, enfin du moins de plus en plus facile, de faire des attaques dites de déni de service. C'est-à-dire qu'on va simuler plusieurs connexions à votre application, et si elle n'arrive pas à répondre suffisamment rapidement, bah, ça peut créer des failles de sécurité. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de montée en échelle, ce qui a un impact direct sur la quantité de ventes que l'on peut faire.
mais aussi de disponibilité. Si votre serveur, par exemple, a des fuites mémoire, ça devient gênant et en général, la seule solution qu'il y a à faire, c'est relancer l'application ou de reboot, ce qui peut entraîner des pertes de disponibilité, par exemple. Mais la performance aussi, c'est important pour ce qui est une question de maintenance. Donc, le but, c'est pas non plus de rendre le programme immaintenable quand on parle de performance. Sinon, c'est compliqué. C'est aussi une histoire de vitesse de développement et de prototypage. Donc, rendre facile le prototypage est aussi en soi de la performance. Il faut aussi qu'on puisse être capable d'identifier les problèmes et les régressions de performance assez rapidement pour pouvoir les corriger plus facilement. On parle également de facilité de mise à jour aujourd'hui dans l'IoT où, par exemple, les caméras embarquées, etc., doivent être mises à jour quand il y a une faille de sécurité qui est trouvée. Et enfin, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, c'est le temps de build d'itération et aussi les performances en debug qui peuvent être très importantes. Parce que si vous n'arrivez pas à lancer votre programme en debug et que, par exemple, votre jeu tourne à une image seconde, bah, ça va être difficile de reproduire les bugs. Donc, je vous ai présenté un peu de ce qu'est la performance. Maintenant, on va commencer un peu à parler d'optimisation. Mais pour commencer à parler d'optimisation, il faut déjà définir un objectif de performance. Donc là, je vous présente un cycle d'optimisation qui est pour moi en fait le schéma que vous devez avoir en tête quand vous faites de la performance. Vous commencez par définir un objectif, donc qu'est-ce que vous voulez atteindre comme performance, vous le mesurez. En fonction de ça, bah, vous pouvez potentiellement redéfinir un nouvel objectif ou continuer et à ce moment-là passer aux optimisations. Et pour moi, à mon sens, il y a deux types d'optimisation les macro-optimisations, celles qui influencent le programme dans son entièreté, ou ce sont des changements algorithmiques, ou sur les données, etc., etc. Ou il y a les micro-optimisations, qui sont en fait des changements dus au fonctionnement du hardware. Et donc, à chaque fois que vous faites des optimisations, pensez bien à remesurer et vérifier que vous êtes, que vous avancez bien. Alors pour définir un objectif de performance, c'est pas toujours simple. Donc je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, un jeu, on peut choisir d'avoir comme objectif d'avoir 60 images secondes. Alors 60 images secondes, c'est bien, mais par exemple, pendant très longtemps sur les consoles, on avait seulement 30 images secondes. Ça suffisait. On peut aussi dire qu'on ne veut pas dépasser 8 gigas de mémoire max, notamment maintenant sur téléphone. Ça devient de plus en plus important parce qu'il y a beaucoup d'applications qui prennent énormément de mémoire. Comme je disais tout à l'heure, le chargement d'une page web, bah, on peut dire que, on aimerait bien que ça charge en moins d'une seconde parce que sinon c'est trop long. Et un des objectifs qui peut être aussi, qu'on peut avoir, c'est d'être le meilleur. Alors pour moi, le problème, c'est que c'est pas vraiment un objectif et c'est que pour ceux qui ont le temps. Parce que si vous définissez pas un objectif clair, vous pouvez vous perdre et passer énormément de temps à optimiser pour au final ne pas gagner grand-chose. Et c'est là que vient de la notion de faisabilité et de rentabilité. Donc il faut savoir déjà techniquement, est-ce que mon objectif est atteignable? Si on dit que l'on veut afficher 50 milliards de triangles dans notre jeu et que la console par exemple ne le permet pas, c'est même pas la peine d'essayer. Euh, la question aussi qu'il y a à se poser, c'est combien de temps est-ce qu'on va passer à optimiser? Si vous passez 2 semaines à optimiser quelque chose qui est utilisé une fois dans l'année et qui prend 5 secondes à s'exécuter, c'est peut-être pas très rentable. La question aussi que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'un utilisateur vous a dit, oh, chez moi c'est long, mais qu'est-ce qui rend cet utilisateur particulier? Est-ce que c'est un utilisateur sur 10 millions? À ce moment-là, c'est peut-être pas très important. Et une des solutions, sinon, c'est d'acheter de meilleures machines. Alors, c'était le cas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est une mauvaise chose. Non seulement parce qu'on arrive à la fin de la loi de Moore, vous savez, c'est cette loi qui disait que chaque année, on double la fréquence des processeurs. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais aussi parce qu'il y a une loi qui est la loi d'Amdahl,
qui dit que ben, vous pouvez mettre autant de processeurs que vous voulez sur votre programme. S'il y a une portion de votre programme qui n'est pas parallèle, et ben en fait, vous allez saturer et vous n'irez pas forcément plus vite. Donc on a quand même besoin de performance aujourd'hui. Et donc une fois que vous avez votre objectif, le but, c'est quand même de mesurer votre application, pour savoir où vous en êtes par rapport à cet objectif. Donc votre test de performance, il faut bien penser que vous allez l'exécuter plusieurs fois et qu'il faut que vous puissiez prouver que les modifications et les optimisations que vous allez faire fonctionnent. Donc pour ça, il faut que votre test de performance soit aussi reproductible que possible et aussi déterministe. C'est-à-dire que quand vous le lancez deux fois, vous ayez le même résultat, ou à peu près. Parce que sinon, ça devient vite compliqué si une fois on vous dit le programme a pris une seconde et puis qu'après on vous dit il en a pris 10. Il faut bien penser aussi aux données, surtout quand on travaille avec des grosses images, par exemple. Si vous travaillez, vous faites vos tests de performance sur une image qui fait 64 par 64, c'est pas la même chose que si votre image, elle fait 50 000 par 50 000. Mais c'est pas non plus utile de surdimensionner. C'est-à-dire que bah, des fois, vous travaillez en effet sur des images de 64 par 64, et donc vous ne ferez pas les mêmes optimisations que si vous aviez optimisé pour des images de 50 000 par 50 000. Donc il faut bien penser à faire un test qui représente le système et l'environnement dans lequel votre programme va s'exécuter, et ses cas limites éventuellement s'il y en a. Donc si on prend un exemple, toujours d'un jeu, qu'on fait une mesure et qu'on dit, ouais, ok, actuellement, une itération de frame, une frame, donc une itération de mon jeu, elle prend 16,8 millisecondes. Sachant que notre objectif, c'est d'atteindre 60 images secondes, donc 16,16 ms. On fait quelques optimisations et après on refait une mesure et on dit, ah bah cool, c'est bon, maintenant je suis à 16,6 ms. Bah parfait, on a gagné ce qu'on voulait, on a gagné 1,2%, ship it. Sauf que c'est pas si simple. Parce que, bah voilà, en réalité, 1,2%, c'est pas grand-chose. Et c'est là qu'en fait, il faut penser à la stabilité de l'environnement. Parce que en lançant deux fois votre programme, votre test a beau être très stable, si votre environnement ne l'est pas, vous n'aurez pas des bons résultats. Donc, la première chose qu'il faut faire, fermer les autres programmes. Si vous laissez tourner YouTube ou un jeu en arrière-plan, ça va consommer des ressources, vous n'aurez pas deux fois le même résultat, ça ne sera pas très pratique. Une chose que à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas, c'est que les CPU et les GPU de nos jours ont des fréquences dynamiques. C'est-à-dire que pour gagner un peu d'électricité et notamment de batterie, les CPU ne tournent pas toujours à la même fréquence et donc pas à la même vitesse. Donc quand vous faites vos tests, pensez à la bloquer. Il y a plein d'outils pour ça. Pensez également à l'alimentation et la température de votre ordinateur. Si vous le faites surchauffer, le CPU en fait va automatiquement ralentir. Donc ça, c'est un problème. Et je pense notamment à un cas qu'on avait eu avec des scientifiques qui se disaient, tiens, c'est bizarre, mon programme, de façon cyclique, il est plus lent et je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, ils ont passé des semaines à essayer de comprendre pourquoi il y avait un cycle toutes les 10 secondes, ça allait mieux, ils ne comprenaient pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la machine sur laquelle ils faisaient les tests était en face d'un ventilateur dont la tête tournait. Et toutes les 10 secondes, le ventilateur soufflait sur le PC, ce qui le refroidissait et faisait que le CPU allait un peu plus vite. Il y a encore beaucoup d'autres choses, notamment l'ordre dans lequel vont être mises les fonctions quand vous linkez, tout simplement les variables d'environnement, ou même juste changer le dossier dans lequel vous exécutez votre programme, ça peut influencer, plus que vous ne le pensez, les timings de votre programme. Donc, il y a énormément de facteurs, je ne vais pas tous les lister. Donc la solution, en fait, tout simplement, c'est de répéter votre expérience. Plutôt que de faire une seule mesure avant, une seule mesure après, faites plusieurs mesures, lancez plusieurs fois l'expérience, récoltez 10, 30 valeurs,
avant, 10-30 valeurs après, et là, vous pouvez comparer. Il faut aussi penser à utiliser les bonnes unités. Quand vous faites un rapport de performance, par exemple, ne dites pas juste j'ai augmenté de 10% la performance. Ça ne veut quasiment rien dire. Il y a quelques cas où on a le droit, où on peut se permettre de donner un pourcentage, et c'est uniquement si une unité ne fait pas sens. Par exemple, sur le cache miss rate, le branch miss prediction, tout ça, c'est vraiment des unités, enfin, il n'y a pas d'unité, donc c'est bon de mettre un pourcentage, mais c'est pas un pourcentage d'amélioration ou de perte. Donc, dès qu'on parle de timing ou de mémoire, si vous mettez le pourcentage sans l'unité, ça veut rien dire. De la même façon, n'utilisez pas une unité qui parle d'opération par quelque chose. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'images par seconde. C'est pratique pour le marketing parce que, ouais, regardez, on est passé de 30 images par seconde à 60. Donc, c'est bien. Le problème, c'est que quand vous faites un rapport de performance, si vous dites, là, j'ai gagné 5 images par seconde et après, vous gagnez 10 images par seconde. Si vous faites les mêmes optimisations, mais dans l'autre sens, vous n'aurez pas les mêmes valeurs en images par seconde. Donc, toujours parler en unité par opération et jamais en opération par unité. Donc, c'est pareil, quand vous parlez de transfert, ne parlez pas en mégabits par seconde. Dites qu'il faut tant de secondes pour faire une opération. De la même façon, je vous disais de prendre plusieurs valeurs, de répéter vos expériences. Ne prenez jamais la moyenne. Parce que le problème de la moyenne, c'est que si vous avez une valeur extrême, pour quelque raison que ce soit, ça va fausser vos résultats. Prenez plutôt la médiane, des percentiles, ou il existe même des tests statistiques qui vous permettent de savoir si, qui vous permettent de comparer et d'avoir un résultat plus fiable. Et donc, pour mesurer, il faut des outils. Ces outils sont appelés des profilers, et il y en existe plusieurs types. Le premier et le plus classique, c'est des profilers qui sont basés sur le sampling. C'est-à-dire que à intervalles réguliers, ça peut être 1000, 4000 ou 8000 fois par seconde, par exemple, il va prendre une image de l'emplacement auquel est le programme sur tous les cœurs de votre CPU. Et donc, du coup, ça lui permet de savoir quels sont les call stacks à ce moment précis. Et donc, en prenant suffisamment d'images par seconde, ça permet d'avoir une idée à peu près où en général on se situe. Et donc, ça peut vous dire, bah, je passe en moyenne 14% de mon temps dans cette fonction ou dans cette fonction à tel endroit ou tel endroit. L'avantage de cette technique, c'est que les résultats sont assez rapides à obtenir. Vous prenez votre programme, s'il a des symboles de debug, vous le lancez dans le profiler, vous faites tourner, paf, le profiler vous dit, ah, vous passez X% du temps dans cette fonction. Le problème, c'est que bah, c'est pas très fiable. C'est-à-dire que si votre programme est plus lent, pardon, est plus rapide que la fréquence à laquelle vous prenez les call stacks, bah, ça sera pas assez précis. De la même façon, le temps que vous passez dans une fonction, c'est pas vraiment le temps utile en fait. C'est pas forcément l'information que vous cherchez. Par exemple, dans le screenshot que je mets ici, ça nous dit qu'on passe 10% dans la fonction present. Et le problème, c'est que ces 10%, bah, en fait, la fonction present, c'est normal qu'on y passe du temps. Parce qu'en fait, la fonction present attend que l'image soit affichée à l'écran. Donc en fait, bah, ça nous dit 10% passé ici, mais c'est 10% en fait qu'on sait qu'on ne pourra pas faire mieux, c'est normal, c'est le fonctionnement normal. De la même façon, vous allez sûrement avoir des mutex, etc., qui vont apparaître, et c'est pas forcément utile. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de savoir quel est le bottleneck, en fait, quel est le facteur limitant dans votre application. Donc des profilers comme ça, il y a Perf, Visual Studio, Intel VTune, etc., etc. Il ne vous donne pas toujours uniquement le temps passé dans une fonction, il peut vous dire d'autres choses comme, bah, j'en parlais tout à l'heure, les cache miss, etc. Euh, D'autres types de profilers, en fait, font ce qu'on appelle une instrumentation automatique. Alors ceux-là, je vais en parler très rapidement parce que c'est très mauvais, tout simplement.
Euh, En fait, ce que ça fait, c'est que ça prend toutes les fonctions dans votre programme et ça met un petit bout de fonction au début et à la fin qui va dire début de la fonction, fin de la fonction et ça prend des mesures à chaque fois. Le problème, c'est qu'en fait, bah, enfin, c'est hyper trompeur. Ça fausse entièrement les résultats sur plein de cas et surtout ceux où on a des appels récursifs. Donc à la limite, c'est utile pour compter le nombre d'appels à une fonction, mais sinon, oubliez. Et enfin, il y a l'instrumentation manuelle, où c'est là, vous, dans votre code, vous allez dire, ce bout de code, ça s'appelle, c'est telle opération, ou ça s'appelle comme ça. L'avantage, en fait, c'est que juste avec une ligne, vous pouvez demander au profiler de mesurer tout un ensemble d'opérations ou juste la durée d'une fonction. L'avantage, c'est que non seulement c'est précis, c'est que ça vous donne une vision d'ensemble, une vision du coup macro. Et ça vous donne aussi une vue qui est logique par rapport à votre application, ce que vous n'avez pas tout le temps. Donc ça vous permet non seulement en fait de mesurer, mais aussi de réfléchir au flux de vos données. Donc le problème par contre, c'est que bah, il n'y a pas de détails. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui est un petit peu grande ou qui appelle beaucoup d'autres fonctions, vous ne saurez pas quelle est la sous-fonction qui a appelée qui prend du temps. Vous saurez juste que bah, dans ce bloc-là, il y a quelque chose qui prend du temps. L'autre désavantage, bah, forcément, c'est que vous devez un peu changer votre code. Donc des profilers comme cela, il y en a pas mal. Mais les meilleurs, c'est ceux qui font les deux, en fait. Et donc, l'avantage, c'est que vous pouvez commencer avec le sampling pour dégrossir un petit peu votre programme. Et après, vous rajoutez de l'instrumentation et ça vous permet du coup d'avoir à la fois une vue d'ensemble et une vue un peu plus précise. Je vous conseille fortement d'essayer, par exemple, Optic ou Tracy, qui sont gratuits et donc qui sont très bien, très détaillés et bien aboutis. Donc maintenant qu'on sait comment mesurer, ben, il faut penser un petit peu à optimiser et comment ça marche. Donc, je vais vous parler là de macro-optimisation. Donc, pour rappel, c'est euh, euh, tout ce qui est global à votre application. Ça peut être aussi des changements algorithmiques. Donc là, on ne parle vraiment pas de hardware, on parle vraiment juste de logique, de fonctionnel, etc., etc. Donc, la première chose à penser, surtout quand on est en C++, c'est de vérifier les options de compilation. Tout simplement parce que c'est rapide et simple à tester et que ça peut faire gagner beaucoup. J'ai déjà vu des gens déployer des applications en debug, c'est quand même un peu triste. Donc, la première chose à vérifier, c'est que vous avez le niveau d'optimisation le plus élevé, tout en restant, bien entendu, non destructif. Donc c'est -O3 ou /O2 en fonction du type de compilateur que vous avez. Et ensuite, il faut bien penser à dire à votre compilateur sur quelle machine vous allez tourner, sur quel CPU. C'est-à-dire que si vous compilez et que vous lancez le programme sur le même CPU, dites-lui, je m'exécute sur le CPU actuel. Donnez-lui donc l'architecture. Donc sur GCC, par exemple, c'est -m arc natif. Pensez également à activer ce qu'on appelle les link time optimizations. En fait, au lieu de faire optimisation fichier CPP par fichier CPP, donc Translation Unit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le programme dans son ensemble et réappliquer à la fin, au moment de linker, des optimisations. C'est très pratique, notamment si vous avez des petites fonctions qui sont dans votre CPP et qui sont appelées dans un autre fichier CPP, bah, ça va les inliner quand même. Enfin, vous pouvez aussi utiliser des flags qui activent les opérations de maths rapide, entre guillemets. Le problème, c'est que bah, du coup, ça ne respecte plus les conventions 3IE et donc vous pouvez avoir des résultats qui sont moins précis. La meilleure des macro-optimisations et des optimisations tout court, c'est de ne rien faire. Ça paraît évident, mais il faut quand même l'avoir en tête. Et donc, ce que je vous conseille, c'est d'éviter tout ce qui est traitement inutile. Donc, les appels de fonctions qui ne servent à rien, euh, ne les faites pas, tout simplement. Il y a des warnings pour ça, ça peut aider.
Évitez les initialisations et les copies inutiles. Si vous pouvez faire, déplacer des objets plutôt que les copier, etc., c'est mieux. Évitez aussi de faire des allocations. Parce que les allocations, non seulement c'est coûteux, mais en plus, ça en met un peu partout dans la mémoire, donc c'est pas top. Pensez également, du coup, quand par exemple, si vous avez un vecteur et que vous connaissez la taille qu'il va avoir, avant de rajouter vos éléments dedans, appelez réserve. Ça permet de réduire les allocations. De la même façon, évitez d'avoir des mutex qui couvrent la moitié de votre programme ou qui sont appelés non-stop. Utilisez les mutex uniquement là où il y en a besoin. Donc essayez d'un peu de réduire la zone couverte par ces mutex. De la même façon, bah, c'est ce que je disais, du coup, ne dupliquez pas les appels de fonctions. Parce que par exemple, des fois, on a des abstractions, on appelle la fonction A, la fonction B, et en fait, ces deux fonctions appellent une fonction C, qui renvoie exactement le même résultat, mais c'est caché derrière des abstractions, et du coup, on fait deux fois le travail, ce qui est un peu dommage. Une autre option, c'est d'adapter l'architecture ou les données. Là, je vous présente un exemple très simple. Quand on fait du rendu 3D, normalement, on a des triangles pour chacune, par exemple, là, pour un buisson, on a des triangles pour chacune des feuilles, et on affiche du coup les triangles un à un, en gros. Le problème, c'est que ça peut devenir très coûteux, surtout quand vous avez beaucoup d'arbres ou beaucoup de végétation. Et donc, une des techniques, par exemple, qu'on peut faire, c'est de réduire le nombre de triangles en mettant ce qu'on appelle des billboards, où en fait on dessine que des faces. Donc c'est ce que vous voyez dans la vidéo. Et bah, en général, on ne voit pas trop la différence, surtout de loin. Une autre option, des fois, c'est simplement de changer le design de votre application. Si jamais votre jeu a plein d'arbres, etc., avec plein de feuilles, comme on voit à gauche, bah peut-être en fait il suffit de faire votre jeu en hiver, et du coup, bah, il n'y a plus de feuilles, il n'y aura plus que le tronc, tout simplement. Donc pour résumer un peu, dans l'ordre, il faut faire moins, tout simplement, le faire plus vite, préparer les données, donc par exemple compresser sur le disque, ça peut aider. Ça mettra un peu plus de charge sur le CPU, mais moins sur la lecture des données. Vous pouvez précalculer des données, ça c'est très important, ça arrive souvent. Passer au multicore, vous pouvez faire lancer vos opérations en parallèle, cacher un peu la latence, etc. Et en dernier recours, utiliser un cache. Pourquoi je dis en dernier recours? C'est parce qu'en fait, le cache, des fois, c'est la première chose qu'on fait, mais ça a tendance justement à cacher les problèmes, parce que c'est des problèmes qui sont d'ordre algorithmique et fonctionnel. Donc plutôt en dernier. Alors ensuite, vous avez les micro-optimisations. Donc là, en fait, c'est quand on parle directement, on abuse un petit peu du fonctionnement du hardware. Donc les processeurs, notamment, quand ils essaient d'accéder à la mémoire, en réalité, ils ne vont pas directement lire vos barrettes de RAM. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un morceau de la barrette de RAM, le mettent dans de la mémoire qui est juste à côté du processeur, et ensuite ils vont aller récupérer la valeur qui est dans ce cache proche du processeur. Et donc c'est beaucoup plus rapide d'aller demander une variable qui est dans le cache que dans la mémoire principale. Euh, la contrepartie, c'est que si vous ne faites pas des accès euh, linéaires en mémoire, c'est-à-dire côte à côte, euh, eh bien, tout simplement, vous allez, au lieu de transférer juste quelques octets, vous allez à chaque fois transférer la taille du cache, et donc c'est pas très bon. Et donc, une des optimisations assez classiques qu'on a, par exemple, quand on fait un traitement d'image, c'est de bien itérer ligne par ligne au lieu de colonne par colonne, tout simplement. Et ça peut avoir des impacts assez impressionnants sur les performances. Une autre option, c'est de paquer vos structures. Il y a plein de tutoriels sur Internet pour faire ça. Le principe, c'est juste de réduire la taille de vos structures pour que comme ça, bah, elles soient plus proches en mémoire. Je vais passer assez rapidement sur les histoires de branch prediction. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un if ou un switch ou etc., ça coûte cher au CPU. Et donc, en gros, il faut éviter un maximum à ce que le CPU pense qu'il faut exécuter le code qu'il y a dedans. Pour ça, il y a eu des attributs qui ont été rajoutés, notamment C++ 20,
Ça peut donner des améliorations. Bon, je ne rentre pas dans le détail, il y a beaucoup de tutoriels et ils seront dans les notes du PowerPoint que je vais distribuer. On peut également parler de SIMD. En fait, les processeurs modernes ont ce qu'on appelle des instructions SIMD qui permettent, au lieu de faire une opération sur une valeur, elles en font sur quatre valeurs d'un coup, ou 8, ou etc. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, les instructions SSE 4.2, ça représente 98% du marché, selon Steam. Donc, n'hésitez pas à activer jusqu'à ces options-là. Et pareil, si vous faites du cloud, euh, 100% d'AWS et quasiment tout Azure euh, euh, a le AVX2 de disponible. Donc pensez à l'activer, c'est des gains gratuits. Vous pouvez donc soit utiliser l'auto-vectorisation que fait le compilo en réordonnant un peu votre code, ça peut aider, ou utiliser directement les instructions avec ce qu'on appelle des intrasyncs. Moi, personnellement, ce que j'ai tendance à utiliser maintenant, c'est le compilateur ISPC, qui a un langage un peu particulier, mais qui est dédié à ça, et qui donne de très très bons résultats. Et enfin, faites attention au mythe, alors c'est un mythe, de la complexité algorithmique. C'est pas parce que vous avez un algorithme qui est en O de n qu'en réalité il coûte plus cher qu'un algorithme en O log de n. Parce qu'en fait, la complexité algorithmique, elle est donnée pour des grands nombres, voire très grands nombres. Et donc, en fonction de ça, les opérations n'ont pas la même durée. Donc, par exemple, il peut jusqu'à 8 éléments, 8 entiers de taille 32 bits. Il est plus rapide de chercher dans un tableau que de chercher dans une HMAP. Je vous mets aussi pas mal de lectures, un livre sur la performance et l'optimisation sur les CPU modernes auxquels j'ai participé. Les manuels d'Ackner Fogg qui sont vraiment top. Et enfin, si vous voulez aller à la source, allez directement taper chez Intel ou chez AMD qui ont leur propre manuel et c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup d'informations, des fois c'est principalement orienté pour ceux qui écrivent des compilateurs, mais il y a aussi des informations pour ceux qui font du C++. Voilà, donc bien entendu, j'ai pas eu le temps de détailler trop parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Il y a énormément de choses à faire en performance enfin, on pourrait détailler sur la performance. Et donc, je vais m'arrêter là. Est-ce que si vous avez des questions, bah, je vous laisse les poser dans le chat. Et sinon, vous pouvez tout simplement me contacter ou m'envoyer un mail. Merci.